L'idée du super soldat augmenté est un élément très courant en science-fiction. Des bandes dessinées ou films, vous avez tous au moins un exemple qui vous vient en tête. Là, je pense à Master Chief de Halo. Mais qu'est-ce qui définit un super soldat? De quel type d'augmentation parlons-nous? Quelles sont les considérations éthiques à prendre en compte? Et surtout, allons-nous vers une course à l'armement des soldats augmentés? Est-ce déjà le cas? Quand on parle du secteur militaire, il faut faire attention aux fantasmes. Fantasme, comme je l'ai dit, le super soldat imprègne l'inconscient collectif. Merci Hollywood. Mais il y a un spectre entre Rien ne se passe et Captain America ou Iron Man. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est apparu l'année dernière. On pourrait dire que c'est aussi vieux que les premières armées de métier. Par exemple, les Spartiates, ils avaient un avantage sur les autres cités voisines en façonnant chaque homme au combat et à la guerre depuis leur naissance. Dans ce sens, on pourrait dire qu'ils avaient des soldats augmentés physiquement et mentalement par l'entraînement. Évidemment, la technologie joue un rôle important. Les boucliers, les armures en côte de maille, l'arbalète, les chars d'assaut, etc. Tout cela permet de renforcer l'efficacité du soldat au combat. La thématique du soldat augmenté n'est donc pas nouvelle, mais change de degré avec l'arrivée d'outils au potentiel transformatif et amélioratif bien plus prononcé. La génétique, la prothétique, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives n'étaient pas à disposition de Charlemagne ou Napoléon, et heureusement. Mais on arrive à la première grande distinction lorsque l'on parle d'augmentation militaire. Auparavant, l'augmentation du soldat, c'était des augmentations non invasives, c'est-à-dire qu'ils ne franchissaient pas la barrière corporelle en tant que telle, ou de manière limitée, par exemple avec des médicaments. Voici Jessica Lombard, diplômée de Saint-Cyr, doctorante en philosophie de la technique et bioéthique. Elle a étudié de près les questions éthiques du soldat augmenté. Elle est donc bien placée pour m'empêcher de dire des bêtises, et oui. Non, la différence avec l'augmentation invasive, c'est qu'on va faire entrer en jeu de nouveaux médiums, de nouveaux objets techniques, et dans ce cadre-là, le soldat augmenté rentre dans les préoccupations de l'armée. On peut ajouter une autre distinction, les augmentations physiques, masse musculaire renforcée, courir plus vite, voler sur de courtes distances, porter plus de charges, voir la nuit, plus d'endurance, absorber plus d'oxygène, acuité visuelle, surhumaine, être sensible aux champs magnétiques, et que sais-je encore. Les augmentations cognitives, apprentissage amélioré, neurostimulation, réduction de l'anxiété, du stress et de la peur, hyperconcentration, réduction de la fatigue psychologique, sommeil amélioré, temps de réaction surhumaine, hybridation avec l'IA et interfaçage avec le numérique, comme contrôler un drone par la pensée. Et que sais-je encore. Là où la langue anglaise ne possède qu'un seul mot, enhancement, il faut choisir entre augmentation et amélioration en français, deux termes qui n'ont pas la même signification, le plus ou le mieux. Le soldat augmenté flirte avec ces deux idées. Historiquement, nul doute que les armées ont tenté d'augmenter leurs soldats, parfois de manière un peu étrange, comme les tentatives de l'armée américaine de former des soldats à l'aide de techniques de combat ésotériques pendant la guerre froide. Par exemple, la clairvoyance ou la perception extrasensorielle. Bon, ça va pas surprendre grand monde que ça n'a pas marché beaucoup, mais ça a inspiré une comédie marrante, c'est déjà ça. Dans le but d'augmenter la concentration, les États-Unis, encore eux, ont expérimenté le modafinil sur des soldats durant la première guerre de le Golfe. Sponsor officiel de la guerre de le Golfe. Et ça, c'est ce qu'on sait. Évidemment, le secteur de la défense finance beaucoup de recherches qui se répercutent ensuite dans la sphère commerciale et civile. Pensez à Internet, au GPS ou le radar. Si l'armée développe des exosquelettes révolutionnaires ou une interface cerveau-machine fiable, combien de temps avant que ces technologies se retrouvent tout autour de nous? Certaines augmentations peuvent transformer encore plus le soldat en machine à tuer, comme des interventions directement sur le cerveau et les émotions des soldats, supprimant la peur et l'empathie pour tuer d'une manière entièrement détachée. Qui sera responsable en cas de crime de guerre? Le soldat augmenté, l'état-major qui a autorisé l'augmentation, le médecin qui l'a réalisé ou encore le fabricant du produit. Cela donne de la matière pour un scénario de Black Mirror, mais il faut mesurer certains fantasmes. Je pense que dans beaucoup de pays, incluant la France, certaines barrières ne seront pas franchies. Les militaires doivent opérer dans un certain contexte éthique au risque d'aliéner la population. Et bien sûr, continuer à attirer de jeunes recrues est important. Et se transformer en cobaye n'est pas la meilleure campagne marketing, en tout cas, je ne pense pas. Il existe une régulation juridique importante pour l'équipement et les armes du soldat. Mais en ce qui concerne les modifications du corps de l'individu avec des technologies invasives, les questions éthiques sont très récentes. Même si toutes les technologies potentielles d'amélioration ne sont pas au point, leurs évolutions prévisibles sont à prendre en compte. Si bien que la défense française, à travers son comité d'éthique de la défense, le COMEDEF, a rédigé un rapport en 2020 sur le sujet du soldat augmenté. La ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, a d'ailleurs déclaré « Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer en un uniforme. Nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et à la mutation génétique de Spider-Man. » On voit donc bien où se situe la priorité de l'armée française.
Ils préfèrent Marvel Comics. Les augmentations invasives ne sont donc pas activement poursuivies, mais ce n'est bien sûr que la position de la France. Si d'autres nations augmentent leurs soldats à coup d'édition génomique, la nécessité de rester à la pointe se fera sentir. Toutefois, en ce qui concerne les modifications génétiques, le militaire n'est probablement pas le premier secteur qui sera concerné, mais plutôt le domaine médical. Le consentement est une considération éthique importante. En Corée du Nord, c'est bien possible que le soldat n'ait pas son mot à dire. En France, le principe de libre consentement s'applique, bien qu'il existe une tension complexe entre le soldat en tant qu'individu et sa place dans un système hiérarchique régi par la sécurité nationale. La personne du soldat, c'est pas du tout le citoyen, c'est pas du tout le civil. Le code de la défense dit explicitement que les droits qui s'appliquent aux militaires ne sont pas exactement ceux qui s'appliquent aux citoyens, c'est-à-dire que le militaire peut voir certains de ses droits restreints. Et du coup, c'est là où potentiellement la personne du militaire peut rentrer en confrontation avec le développement de nouvelles ingénieries génétiques. On peut se demander, est-ce qu'il y aurait une obligation pour le militaire de lui-même s'augmenter génétiquement? Ce type de technologie était possible, bien entendu. Dans tous les rapports de la défense, c'est le libre consentement est une nécessité. Point. Ensuite, il y a marqué potentiellement certains cas ne permettraient pas ou nécessiteraient pas de libre consentement, et dans ce cas-là, il s'agirait de les définir quand on serait face à la technologie. Et là, ce serait un enjeu un petit peu particulier. Un des fantasmes qu'il faut oublier tout de suite, alors là tout de suite, c'est l'idée que l'armée va expérimenter sur un seul soldat pour en faire un super soldat, comme Captain America. Captain America, merde. En revanche, des unités d'élite pourraient être les candidats les plus propices aux augmentations. Elles sont plus souvent mises en situation de danger et nécessitent un niveau de performance irréprochable. Donc ce n'est pas si farfelu que ça d'imaginer un régiment commando de type SAS, Navy SEAL ou le GIGN recevoir des augmentations invasives. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une certaine discrimination au sein de l'armée en remettant en cause l'égalité entre les régiments. Les personnes qui seraient augmentées, potentiellement, seraient plus facilement mises sur le devant du champ de bataille, parce qu'on dirait qu'elles peuvent peut-être plus facilement y répondre. Et du coup, elles seraient soumises à plus de dangers. Elles auraient peut-être la possibilité de prendre une sorte de valeur par rapport aux autres unités, et du coup, d'entrer dans un système un petit peu hiérarchique, effectivement, une sorte de discrimination, ou bien envers les personnes augmentées parce qu'on n'y serait pas habitué et que ce serait un peu étrange, ou bien tout simplement par des personnes augmentées vers les gens qui ne le seraient pas, et qui se diraient tout simplement, ces gens sont beaucoup moins bien que moi sur le terrain, ils n'ont pas toutes mes capacités. On peut aussi anticiper toutes les questions liées à la réversibilité d'une augmentation. Est-ce qu'un soldat pourra augmenter une capacité juste le temps d'accomplir une mission ou pendant son service, et ensuite, en retournant dans le monde civil, ou une fois devenu vétéran, il perd son augmentation? L'augmentation doit rester dans le contexte militaire. À partir du moment où la personne est un vétéran ou elle quitte l'armée, eh bien dans ce cadre-là, elle n'est plus dans le contexte militaire, donc l'augmentation, d'une part, ça dépend de la formulation qu'on emploie, elle ne doit plus subir l'augmentation ou tout simplement, elle ne doit plus profiter de l'augmentation. Ça dépend un petit peu de la manière dont on l'envisage. Mais on se rend bien compte que cela va dépendre du type d'augmentation. Si c'est un exosquelette, pas de problème. Un implant neuronal ou une édition génétique, c'est un peu plus embêtant. Et que se passe-t-il si un soldat augmenté devenu vétéran se retrouve dans un combat de rue et tue quelqu'un parce qu'il a une capacité supérieure? J'imagine que c'est en partie pour ça que l'armée insiste sur une réversibilité. La différence entre thérapie et l'augmentation est un débat complexe et courant dans les réflexions transhumanistes. En général, il est admis que pour une personne blessée, malade ou handicapée, la démarche est thérapeutique ou réparatrice, et l'augmentation fait référence à améliorer les capacités cognitives et physiologiques d'une personne saine. Est-ce que la médecine, c'est juste guérir une maladie? Ou finalement, est-ce que la médecine, elle va devoir maintenant, avec la potentialité des augmentations, rentrer dans un cadre performatif, où ce qui est visé, c'est pas juste l'état de neutralité de la personne, mais vraiment son bien-être complet? Et dans ce cadre-là, la question du soldat augmenté va rejoindre assez vite celle de l'homme augmenté. Et à mon avis, c'est plus celle de l'homme augmenté qui va guider les développements de ce que vont devenir les médecins militaires plus tard. Finalement, l'idée du soldat augmenté, qui semble si prévisible, n'aura peut-être pas beaucoup de sens si les armes s'automatisent à un point où les conflits se jouent majoritairement sur des opérations militaires par l'intermédiaire de drones ou robots en tout genre, carburant à l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas nécessairement un futur rassurant. Un certain mythe de domination et d'invincibilité persiste au fil de l'évolution technologique, alimentant les fantasmes les plus fous du super soldat. Mais si nous obtenons des outils pour nous améliorer, pourquoi nourrir ce mythe? Ne serait-il pas plus bénéfique pour la stabilité du monde et notre espèce d'augmenter nos caractères moraux? Plutôt que d'attribuer 5 points à l'attaque et à la défense, mettons 5 points à l'empathie cognitive et émotionnelle sur la fiche personnage de notre futur humain augmenté. Petite référence à des jeux de rôle là. Après tout, c'est peut-être la seule façon de réduire nos tendances au conflit et à terme, la nécessité même d'avoir des soldats à augmenter. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre ma conversation complète avec Jessica Lombard dans l'épisode 29 de la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT.
disponible sur YouTube ou là où vous écoutez habituellement vos podcasts. Moi je sais pas, c'est peut-être sur téléphone, iPad, ordinateur, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous avez remarqué que le format de cette vidéo est un peu différent. Au lieu d'une voix désincarnée, vous me voyez en chair et en os, bonjour, à travers des 0 et des 1. Je me suis dit que ce serait peut-être plus dynamique et sympa, mais au final c'est à vous de me le dire. Je choisirais peut-être de continuer ce genre de performance devant la caméra. Ou alors, non, je resterai derrière un micro. On verra. Non, attendez, partez pas tout de suite. J'aimerais juste vous rappeler que j'ai sorti une série sur The Flares qui s'appelle Long-Termisme. Il y a plusieurs épisodes. C'est une série animée en 2D. Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous en parler un peu plus pour vraiment encourager les gens à regarder cette série si c'est quelque chose que vous avez manqué par les aléas de la vie, hein, ça arrive. Mais ça me ferait plaisir en tout cas que vous jetiez un œil à cette série. Merci. Boum.